Parce que l'énergie peut subir un cycle de transformation plus ou moins long et faire l'objet d'usages variés, c'est un bien qui fait l'objet également d'une réglementation particulière. C'est dans ce sens que l'on parle du droit de l'énergie. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre rendez-vous économique hebdomadaire, Graines de l'écho. Vous êtes bien sur Sud FM, Sen Radio. Bonsoir Hadi. Bonsoir Malik, bonsoir à nos auditeurs et auditrices de Sud FM Sen Radio. Le thème de Graines de l'écho ce soir est relatif, vous l'aurez compris, à l'énergie, précisément au droit de l'énergie, à la faveur d'un ouvrage intitulé L'abécédaire du droit de l'énergie au Sénégal, qui vient de paraître aux éditions L'Harmattan. Il offre une analyse approfondie du cadre juridique, réglementaire et institutionnel régissant le secteur de l'énergie au Sénégal. Pour en parler, qui mieux que l'auteur, Maître Gorelo, dont c'est le premier ouvrage, juriste de formation et spécialiste du droit de l'énergie et de la régulation sectorielle des infrastructures de réseau. Il est rentré au Sénégal en 2015 pour occuper le poste de directeur des affaires juridiques de Sénélec jusqu'en 2020. Aujourd'hui, Maître Gorelo évolue dans le management de l'amont pétrolier et gazier en tant que coordonnateur général du secrétariat technique du Comité national de suivi du contenu local dans le secteur des hydrocarbures. Il est l'invité de Graines de l'écho. Bonsoir et bienvenue, Monsieur Gorelo. Bonsoir Hadi, bonsoir Malik. Bonsoir. Bonsoir à tous les auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui. Tout d'abord, une provocation. Pourquoi avez-vous choisi d'écrire sur un sujet aussi technique que le droit de l'énergie plutôt qu'un roman? Merci Hadi. C'est provocateur, oui, mais écrire sur un sujet aussi technique ou bien écrire un roman, écrire est d'abord difficile. Et c'est pour moi l'occasion de féliciter et de remercier tous les auteurs qui ont eu l'audace de prendre la plume et d'écrire. Mon choix a été dicté par mon expérience dans le secteur de l'énergie, où j'ai pu constater qu'il n'y avait pas beaucoup d'écrits dans le domaine de l'énergie. Et comme vous le savez, l'énergie est au cœur du développement. Et moi, en tant que juriste, j'ai essayé d'apporter ma touche personnelle pour pouvoir écrire un essai sur le droit de l'énergie, pour quand même expliquer certaines choses qui pourront quand même permettre aux auditeurs, aux acteurs de pouvoir quand même comprendre un peu la réglementation de l'énergie, qui est un secteur très stratégique. Dès que le progrès technique rend l'appropriation possible, les enjeux économiques se mobilisent et le droit fait le reste. Est-ce que cette citation de François Host, qui est juriste, professeur émérite à l'Université Saint-Louis-Bruxelles, traduit votre vision du droit de l'énergie? Effectivement, elle traduit parfaitement ma vision du droit de l'énergie, parce que vous savez que tous les secteurs, que ce soit l'énergie, que ce soit l'agriculture, il faut qu'il doit être saisi par le droit. Il doit être encadré par le droit pour pouvoir tirer profit des progrès techniques, du progrès de façon globale. Et c'est la raison pour laquelle l'assertion de François Host est partagée avec mes idéaux par rapport à l'approche que j'ai du droit de l'énergie. Et cela m'a permis de dire même que la technicité même des activités de l'énergie est intimement liée à la technicité du contenu normatif du droit de l'énergie. C'est ce qui m'a conduit à essayer d'aborder le droit de l'énergie sous un angle très particulier, un angle qui n'est pas un angle du juriste classique qui étudie les régimes juridiques des activités, mais j'ai essayé au moins de pouvoir cerner un certain nombre d'activités pour pouvoir donner des explications claires, de façon simple, avec un langage beaucoup plus simple et accessible, qui va permettre aux acteurs de pouvoir comprendre l'essence qui tourne autour du droit de l'énergie et des différentes thématiques que j'ai pu aborder dans l'ouvrage. Ok. Restons toujours sur la forme. Et si on arrête un peu sur le titre de votre ouvrage, on se rend compte que le droit est une science sociale qui étudie les mécanismes normatifs au sein des sociétés humaines et indissociable de l'énergie, qui est un bien socio-économique mais encadré par diverses disciplines juridiques. Êtes-vous d'accord avec cette lecture? Je suis tout à fait d'accord avec cette lecture, mais il faut préciser une chose, que le droit de l'énergie est né de la déréglementation et qui bouleverse la subdivision du droit classique. Parce que nous juristes, on est appelés à dire, à soit situer les droits soit dans le secteur public, soit dans le secteur privé.
Mais vous savez qu'avec l'évolution économique, le droit a un peu changé avec la déréglementation, surtout avec le droit économique, qui a créé des droits nouveaux qui s'appesantissent sur l'ensemble des disciplines du droit, que ce soit le droit des affaires, que ce soit le droit des obligations, que ce soit le droit civil, le droit administratif qui relève du public ou bien le droit pénal. Ou bien l'ensemble de ces droits sont combinés pour faire ce qu'on appelle le droit économique. Et le droit de l'énergie s'inscrit en droite ligne dans cette logique. Okay. Et c'est la raison pour laquelle vous verrez dans le cadre de l'étude toucher un peu à plusieurs secteurs, à plusieurs disciplines qui sont interliées, mais qui permet au moins au droit de l'énergie de donner tout son sens et puis de pouvoir permettre aux juristes de pouvoir avoir des compétences diversifiées pour pouvoir quand même maîtriser un peu le droit de l'énergie. Je voudrais tout de même relever et faire remarquer que le droit à l'énergie est différent du droit de l'énergie. Lequel des deux précède selon vous? Excellente question. Le droit à l'énergie, c'est un droit comme le droit à l'eau. C'est un service public. C'est un service public et l'accès à l'énergie est devenu un droit qui est consacré même dans nos textes. Okay. C'est la raison pour laquelle le droit à l'énergie fait partie même du droit de l'énergie, mais comme étant un service public, l'accès à l'énergie est devenu capital dans le choix stratégique de la politique énergétique sénégalaise et dans le choix stratégique de tous les pays africains de façon globale. Comme vous le remarquez, plus de 600 millions d'Africains n'ont pas accès à l'énergie. Précisément à l'électricité. Précisément à l'électricité, je veux dire. Mais d'autres n'ont pas accès à l'énergie. Ils utilisent par exemple le bois de sauvage, ils n'ont pas droit accès au gaz, ils n'ont pas accès à d'autres quand même segments de l'énergie en quelque sorte. Mais 600 millions d'Africains n'ont pas accès à l'électricité. D'où le Sénégal qui a lancé même l'accès universel à l'électricité, qui va permettre aux Sénégalais, aux Africains de pouvoir accéder à l'énergie. Donc le droit de l'énergie englobe le droit à l'énergie. Si je pose cette question, c'est parce qu'au chapitre 2 de votre ouvrage relatif à la politique énergétique, au deuxième paragraphe de la page 65 qui traite des instruments de la dite politique, vous écrivez, je cite, « Si le droit de l'énergie peut être appréhendé comme le droit à toute personne de pouvoir disposer d'un minimum d'énergie à moindre coût, je suppose que vous voulez parler du droit à l'énergie et non pas de l'énergie. » Effectivement, c'est du droit à l'énergie parce que l'accès de l'énergie à moindre coût, c'est même le principe qui a été consacré au Sénégal pour permettre à tous les citoyens d'accéder à l'électricité de façon globale. Parce que l'on a constaté que presque 60, le taux de pénétration à l'électricité varie selon qu'on est dans les villes ou bien dans la campagne. Mais la campagne, on sait quand même, on est très loin du principe qui a été fixé par le Sénégal pour pouvoir quand même permettre aux Sénégalais d'accéder à l'électricité. Mais l'accès à l'énergie, l'accès à l'électricité, c'est un droit qui doit être consacré par toutes les constitutions, par tous les pays qui veulent quand même développer l'énergie. L'énergie est au cœur du développement de toute activité économique. Mais c'est la raison pour laquelle nous devons développer ce qu'on appelle un patriotisme économique dans le sens de l'énergie pour pouvoir permettre aux Sénégalais, aux acteurs de pouvoir quand même avoir accédé à l'énergie et de pouvoir permettre à l'État aussi de développer une bonne politique énergétique qui va pouvoir tenir compte de tous ces aspects-là. Moi, si vous permettez, je voudrais rester sur la question pour repréciser, parce que je crois que c'est une question de sémantique plutôt. Comme vous l'a dit Khady, je cite, si le droit de l'énergie, pas l'énergie, mais vous avez écrit, si le droit de l'énergie peut être appréhendé comme le droit à toute personne de pouvoir disposer. Est-ce que vous ne vouliez pas dire plutôt le droit à l'énergie? Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Non, ce que je disais tout à l'heure, le droit à l'énergie fait partie du droit de l'énergie. Okay, en quelque sorte. Je veux dire que je parlais à ce niveau du droit à l'énergie, effectivement. Ouais, okay.
Et vous écrivez, page 35, chapitre 2, relatif à la politique énergétique. Suite à la crise énergétique de 2011, le Sénégal est entré dans une phase de révolution énergétique qui ne saurait laisser le droit indifférent. Quel est le rapport entre la révolution énergétique intervenue en 2011 à travers les émeutes de l'électricité et le droit? Je pense que tout est lié parce que vous vous rappelez en 2011, la crise énergétique qui a secoué le Sénégal. Nous nous rappelons toujours des groupes électrogènes que tous les gens utilisaient en son temps. Vous vous rappelez aussi de 900 heures de coupure d'électricité qui existaient dans le pays. Et c'est la raison pour laquelle le Sénégal a essayé de pouvoir corriger cela en développant leur première lettre de politique sectorielle tout juste après, en 2012. Avant même, ils ont mis en place ce qu'on appelle le plan TACAL pour pouvoir reprendre les activités et pouvoir quand même donner un peu du boost à l'énergie afin de permettre à l'économie de se développer. Parce qu'on a vécu une crise quand même qui a été vraiment très tragique en quelque sorte sur le plan économique. Et c'est la raison pour laquelle l'État du Sénégal a pris des mesures drastique. Ça nous avait valu d'ailleurs une baisse de la croissance. Exactement. Je me souviens. Exactement. Et c'est la raison pour laquelle l'État a pris en son temps une lettre de politique sectorielle en 2012 pour lancer une nouvelle politique stratégique en matière énergétique. Tout à fait. Et cette lettre de politique sectorielle a permis à l'État du Sénégal de pouvoir quand même redorer un peu le blason en essayant de développer de nouvelles centrales électriques qui vont essayer de permettre de corriger quand même au moins la crise énergétique dont on a vécu. Parce que vous vous rappelez quand même, après ces 900 heures de coupure, nous n'avions que 500 MW de capacité électrique. Oui, on a essayé de développer cette capacité pour pouvoir, entre 2012 jusqu'en 2015, pour le ramener à plus de 1000 MW, pour pouvoir permettre au secteur de l'électricité d'être quand même reboosté un peu. Donc là, la corrélation à faire entre cette révolution et le droit, c'est la politique, la lettre de politique. C'est la lettre de politique sectorielle et l'ensemble des initiatives que l'État du Sénégal a prises en essayant de définir un nouveau cadre juridique dans le secteur énergétique. Et c'est ce qui a valu même à l'adoption des nouveaux textes qui ont été adoptés par la suite en 2018-2019. Le code de l'électricité, le code de pétrolier et gazier, tous ces codes-là ont été pris sur la base quand même de tout ce qui a été défini au niveau des politiques, les lettres de politique sectorielle. Là, on est sur le fond. Monsieur Le, moi je vous ai lu. Alors dites-moi si je vous ai compris lorsque je dis que le Sénégal n'a pas un droit de l'énergie, mais un droit applicable à l'énergie qui comprend des normes régissant le secteur énergétique, mais qui relève d'autres champs juridiques. Est-ce que je vous ai compris? Mais vous m'avez bien compris. D'ailleurs, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, que le droit de l'énergie est un droit très particulier. C'est un droit qui bouleverse la division du droit. Et c'est un droit qui touche tous les domaines pratiquement du droit. Et c'est la raison pour laquelle je vous ai dit tout à l'heure que le droit de l'énergie était intimement lié au droit économique. Et c'est ce qui nous a permis, nous, de voir le champ du droit de l'énergie aussi large que possible, en essayant quand même de voir tous ces aspects-là qui sont vraiment interreliés. Et dans le deuxième chapitre de votre ouvrage relatif toujours à la politique énergétique, vous abordez à la page 65, paragraphe 2, la question des instruments de la politique en mettant en exergue les principaux acteurs. Mais le préalable, selon vous, je vous cite, il faudrait ériger un bon service public de l'énergie basé sur un plan intégré à moindre coût en instaurant un programme pluriannuel. Fin de citation. C'est quoi ce plan intégré et quelle est son actualité? Vous savez que le plan intégré à moindre coût a été intégré depuis avant même au Sénégal. On a voulu développer un plan intégré à moindre coût qui doit prendre en compte quand même la pluralité des plans qui existaient en son temps. Parce que vous vous rappelez que Sénélec avait son plan de production, Azer avait son plan de production, et puis d'autres structures qui interviennent dans le secteur avaient leur plan. On a voulu intégrer tous ces plans en un seul plan stratégique qui va permettre de pouvoir quand même avoir un seul outil qui va nous permettre de mesurer l'efficacité de la politique énergétique. C'est tout l'idée de ce plan intégré à moindre coût qui a été intégré dans le nouveau code de l'électricité en 2021.
Et en même temps, et cela me paraît curieux, vous ajoutez à la page 67, dernier paragraphe, je vous cite, l'un des instruments de la politique énergétique est de loin le moins important. Demeure l'intégration d'un plan intégré à moindre coût dans le nouveau dispositif juridique. En quoi l'intégration du PMC est-il moins important dans le dispositif juridique alors qu'il vise l'intégration des objectifs principaux? C'est tout le contraire, c'est l'un des moins, je ne vous dis pas le moins important, c'est de loin le moins important. Oui, de loin c'est ça. Le moins important, je voulais dire qu'il s'éloignait il fait partie des dispositions qui sont les plus importantes dans la lettre de politique stratégique. D'accord. Et les objectifs principaux de la vision, j'étais où? En quoi l'intégration du PMC est-il moins important dans le dispositif juridique alors qu'il vise l'intégration des objectifs principaux de la vision du gouvernement dans le secteur? Est-il de loin? Oui. Non, je voulais dire que c'est le contraire que je voulais dire. C'est pas de loin le moins important, mais il fait partie des plus importants dans des éléments, des instruments de politique stratégique qui ont été adoptés moi-même, quand j'ai lu, j'étais un peu perdu d'ailleurs par rapport à ça, parce que quand vous dites de loin le moins important, il me semble que c'est plutôt, on comprend, en tout cas moi dans ma petite tête, j'ai compris que c'était pas si important que les autres. Non, c'est tout le contraire que j'ai voulu dire. C'est juste un lapsus à ce niveau-là. D'accord, ok. Il fait partie des plus importants quand même. Des plus importants. Ouais. Ok. Est-ce que vous pouvez aller un peu plus loin sur ce plan, parce que je trouve qu'il est intéressant ce plan d'intégrer à moindre coût. Oui, mais ça va permettre à l'État non seulement de mesurer l'ensemble des objectifs stratégiques qui sont fixés par l'État, par exemple Sénélec qui doit développer quand même un plan de production, et cela va permettre de prendre en compte les investissements aussi dans le secteur. Et en prenant en compte les investissements dans le secteur, on va mesurer aussi si le Sénégal a besoin de tant de capacité de production par année, on va pouvoir le mesurer dans le temps et pouvoir quand même préparer les investissements aussi en conséquence qui doivent venir durant les années à venir. Parce que le plan intégré à moindre coût va s'échelonner sur un certain nombre de temps, pas sur 1 an, sur 5 ans, sur 5, 10, 15 ans. Et sur cette base, l'État va avoir des outils très clairs qui pourront lui permettre de préparer ses investissements en matière énergétique et de pouvoir définir un plan de production qui est conforme par rapport à ses engagements. Et cela va lui permettre quand même de pouvoir aussi préparer les financements qu'il faut par rapport à chaque projet qui doit découler de ce plan d'investissement. Et à ce niveau, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut qu'on développe un patriotisme économique dans le cadre du choix des investisseurs qui doivent venir dans le pays pour développer des activités, que ce soit dans le secteur énergétique. Parce que souvent, on a développé des politiques énergétiques, comme par exemple le JETP ou bien le MCA, qui sont de bonnes politiques, mais que ces politiques-là, on doit tirer profit de ces politiques-là au profit des Sénégalais. Ce que je voulais dire tout à l'heure, je l'ai relevé dans l'ouvrage, je dis qu'on ne peut pas permettre, par exemple, à des étrangers de nous fixer la façon de voir notre politique énergétique. L'exemple de la transition énergétique, par exemple, en est un. Si, par exemple, j'ai beaucoup aimé quand même l'intervention du chef de l'État récemment au niveau de l'ouverture des Jeux Olympiques, où il dit carrément qu'il faut que l'on ait notre propre conception de la transition énergétique, par exemple. On ne peut pas accepter d'avoir une lecture de la transition énergétique comme les Français l'ont ou bien comme l'Allemagne l'a. C'est-à-dire, nous, on ne peut pas ne pas avoir assez d'énergie que vous nous imposez pour dire tel type d'énergie n'est pas admissible. On ne peut pas financer par exemple l'énergie qui est tirée du pétrole ou du gaz. On finance juste les énergies renouvelables. À ce niveau quand même, il faut qu'on essaie de développer de nouvelles politiques qui riment par rapport à notre choix stratégique. Idem aussi par exemple les politiques de JETP et autres. Ils apportent beaucoup de financement au niveau de l'État du Sénégal, mais en quelque sorte, ils apportent avec des conditions. Et ces conditions-là sont souvent au détriment des Sénégalais et des acteurs économiques qui sont là. Parce que je donne un exemple, si vous apportez un financement par la France qui apporte un financement dans le domaine énergétique, il apporte le financement, il vous dit oui, mais vous devez travailler avec une entreprise française. L'entreprise française vous impose le choix de vos fournisseurs. Et il vous dit vous devez acheter par exemple
par exemple 80% des produits au niveau de la France, ce qui pose problème. C'est ce qu'on a souvent reproché d'ailleurs à ce qu'on appelait l'aide liée, quoi. Exactement. Et cette aide qui est liée est souvent cachée dans ces genres de projets, dans ces genres d'investissements qui sont liés à des projets comme le JETP et les MCA. Et l'État du Sénégal doit veiller sur ça pour quand même permettre aux acteurs économiques de mieux tirer profit quand même de l'exploitation de nos ressources, que ce soit fossiles, que ce soit aussi qui sont liées à l'énergie. D'autant plus que quand même le Sénégal a fait des bons importants en matière d'énergie renouvelable, n'est-ce pas? Oui, ils ont fait beaucoup de bons en matière d'énergie renouvelable, mais si vous imaginez au Sénégal que l'ensemble des centrales en matière d'énergie renouvelable sont gérées par des étrangers. Il n'y a qu'un seul Sénégalais que je connais par exemple qui exploite une centrale solaire. À lui seul. L'ensemble des centrales sont exploitées par des étrangers. Alors que c'est des choses qui peuvent être faites par des Sénégalais. Il faut que l'on développe le patriotisme économique, que l'on permet aux acteurs sénégalais de pouvoir gérer ces genres d'activités-là. Oui, tout à fait. Et quelle est l'actualité du plan intégré aujourd'hui? Est-ce qu'il est en cours? Est-ce qu'il est mis en œuvre? Il n'est pas encore mis en œuvre parce que c'est ce que j'ai relevé, ce que j'ai relevé dans l'ouvrage même pour dire qu'on l'avait oublié même de le citer dans... On va y venir d'ailleurs, c'est la question d'ailleurs je crois de Khadi qui va suivre. Donc c'est justement lié à ça. Page 68 par exemple, deuxième paragraphe, vous semblez déplorer qu'avec la multiplicité des acteurs, je vous cite, chaque entité suit son propre processus de planification et aucune ne dispose d'une vision intégrée couvrant l'ensemble du secteur. Exactement. Et vous ajoutez, à court terme, il apparaît nécessaire de procéder à la rationalisation des différentes études stratégiques sous un leadership renforcé et intégré au sein du ministère en charge. Effectivement. Alors qu'il était prévu de l'intégrer dans la loi 2021-31 du 9 juillet 2021 portant code de l'électricité, vous n'avez donc pas jugé nécessaire, du moins dans votre livre, de rentrer dans le détail. Je vous reprends d'un tel oubli. Pour Graines de l'écho, est-ce que vous pouvez revenir sur cet oubli? Non, c'était juste un constat parce qu'on l'avait prévu de le mettre dans les dispositions de la loi de 2021 portant code de l'électricité. Si vous lisez le code de l'électricité, dans la table des matières, il est bien présenté comme un point qui serait développé. Mais si vous regardez le fond du document, ils l'ont oublié de le développer à ce niveau-là. Mais le choix, après vérification, quand même, ils m'ont dit qu'ils ont voulu adopter un décret qui porte uniquement sur le plan intégré à moindre coût. Et à ma connaissance, ce décret n'est pas encore adopté, mais je pense que c'est bientôt, ça va l'être très bientôt. Ok, très bien. Et tournons cette page, mais restons dans le chapitre 2 de votre ouvrage pour ouvrir la page 83, qui a ceci de particulier que vous y consacrez à la politique du contenu local, pas moins de 14 pages, et qui clôt d'ailleurs le chapitre. Une déformation professionnelle selon moi, mais dites-nous-en en quoi le contenu local est-il si important pour vous? Le contenu local est au cœur de la politique énergétique du Sénégal. Il fait partie de l'un des aspects qu'il faudra saisir même pour pouvoir développer une bonne politique énergétique au Sénégal. Pour moi, c'est très clair avec le développement aussi du secteur pétrolier et gazier. Le contenu local est devenu incontournable dans la mesure où, si l'on sait que les richesses qui sont tirées de l'exploitation pétrolière et gazière ne sont pas aussi énormes qu'on le pense. Si vous voyez que par exemple c'est exactement ce que nous rapporte la pêche, 3% de notre PIB. Parce que si on calcule par exemple des ressources qui vont tourner autour de 576 milliards à peu près par année, c'est exactement ce que nous rapporte la pêche. Raison pour laquelle nous devons tous nous tourner vers le contenu local pour pouvoir tirer profit de l'exploitation pétrolière et gazière. Le contenu local, c'est quoi? Vous savez qu'il y a ce qu'on appelle le cost oil et le cost top oil qu'il faut différencier, parce que dans le cost oil, ce sont les coûts pétroliers, les coûts d'investissement pétrolier. Le cost top oil, c'est le coût qui est maximal à prélever dans les bénéfices. Et le profit oil, 75% donc de l'exploitation vont servir à rembourser les coûts. De ces 75%, il faudra essayer de capter le maximum pour que ça reste au Sénégal. Et cela ne peut se faire qu'à travers la politique de contenu local qui va permettre la participation des investisseurs sénégalais dans
le développement des activités pétrolières et gazières. À hauteur de 50%. L'objectif qui a été fixé par l'ancien régime, c'était d'avoir 50% de contenu local d'ici 2030. C'est-à-dire essayer de capter 50% des investissements pour que ça reste au Sénégal. Mais comme vous le savez, pour que ça reste au Sénégal, il faut que les acteurs soient compétents, soient mis à niveau. C'est la raison pour laquelle la loi sur le contenu local a été adoptée en classifiant les activités pétrolières et gazières pour permettre aux Sénégalais de pouvoir profiter de ces activités-là. En faisant quoi? En permettant aux Sénégalais d'avoir accès à un certain type de marché, en classifiant l'activité en 3 régimes. Le régime exclusif qui est réservé uniquement aux Sénégalais, le régime mixte qui peut être exercé par une entreprise étrangère et le régime non exclusif qui est libre. Dans le régime X, c'est l'ensemble des activités sur lesquelles les Sénégalais ont une compétence. À ce niveau, on dit aucune entreprise étrangère ne peut participer à cette activité, on doit le réserver donc aux Sénégalais. Pour les activités qui relèvent du régime mixte et qui sont d'une importance capitale, parce qu'ils sont d'une certaine technicité, on permet à une entreprise étrangère de l'exploiter, mais on demande à cette entreprise de collaborer avec une entreprise locale. Et c'est tout l'enjeu du contenu local à ce niveau, parce que nous devons faire associer au moins les entreprises locales avec les entreprises étrangères pour capter en matière de technologie, de transfert de technologie, pour développer leur capacitation, pour développer leur expérience, pour développer la formation, pour qu'ils puissent saisir ces opportunités-là, afin que d'ici quelques années, ces activités qui relevaient du régime exclusif, du régime mixte du moins, reviennent au régime exclusif et que l'on développe des champions nationaux qui vont pouvoir exercer l'activité. On n'aura plus besoin de faire recours à des étrangers. À des étrangers, oui, tout à fait. C'est une question d'expertise au départ, et donc pour capter un peu le gain à la fin, quoi. Exactement. Et donc, il reste un troisième régime. Le troisième régime, c'est le régime non exclusif, qui est le régime libre, parce que c'est une certaine technicité telle que les opérateurs sénégalais n'ont pas compétence, comme le fait de forer un puits, etc. Ça, on dit c'est le régime libre, on peut laisser toute entreprise étrangère de pouvoir le faire. Mais l'essentiel, c'est toujours, dans n'importe quel régime, il faut voir qu'est-ce que les Sénégalais peuvent capter, en quelque sorte. Quel que soit le régime, on essaie de maximiser la capacité pour les Sénégalais de capter aussi un minimum de contenu local qui peut rester dans le pays. Aujourd'hui, si on devait faire une sorte de bilan, il en est où le contenu local? On est à combien à peu près? On n'a pas les chiffres exactement par rapport à l'indicateur de contenu local qui a été retenu, mais on peut dire quand même qu'il y a pas mal de Sénégalais qui commencent à quand même à s'intégrer dans le système, à tirer profit un peu du contenu local, parce que quand même il y a des acteurs sénégalais qui ont commencé à développer l'activité pétrolière et gazière. Les activités qui sont réservées aux Sénégalais, ce sont des acteurs sénégalais qui le font, et les acteurs qui sont dans le régime mixte, on essaie de mixer aussi les entreprises étrangères avec les entreprises locales par le biais de deux modalités. La première modalité, c'est essayer de créer des joint ventures. Mais les joint ventures relèvent d'une certaine complexité parce que nécessitent la création d'une entreprise. Et pour créer une entreprise, il faut l'affection sociétatis, il faut que l'entreprise étrangère ait confiance à l'entreprise sénégalaise pour pouvoir quand même matcher avec lui, créer la société. Ce qu'on a fait, on a créé ce qu'on appelle la convention de groupement d'entreprises qui va permettre aux entreprises étrangères de collaborer avec l'entreprise locale. Mais ils ne vont pas créer de structure de société. Ils vont créer une convention qui va résoudre le rapport, mais dans lequel nous, on va exiger quand même à ce qu'il y ait des clauses de transfert de technologie et de compétences qui vont permettre à l'entreprise sénégalaise de pouvoir capter autant que faire se peut. Donc au niveau du contenu local, il y a un aspect formation, il me semble. C'est fondamental. Et donc par rapport à cette formation, il y a un fonds qui est mis en place. Il y a le fonds d'appui au développement du contenu local qui a été mis en place pour accompagner les entreprises. Ce qu'on a fait, nous, au niveau du contenu local, on a commencé à capaciter les entreprises. L'année passée, on a lancé ce qu'on appelle le programme TAGET, pour former des entreprises, pour les capaciter. Et ça nous a permis de former au moins 120 entreprises dans le secteur pour qu'ils soient mis à niveau pour participer dans l'activité. Cette année, on est en train de lancer un nouveau programme qui va se focaliser sur ce qu'on appelle les certifications, parce que nous sommes dans un secteur très normé où si vous n'avez pas respecté les exigences
du secteur, vous ne pouvez pas travailler dans le secteur. Si vous n'avez pas certaines certifications comme les certifications ISO 9001, 19001, 18001, etc., on vous dit, par exemple, vous ne pouvez pas participer à telle ou telle autre activité. Parce que, si vous le savez, comme vous le savez, un soudeur dans le domaine pétrolier n'est pas un soudeur qui est dans la rue, par exemple. C'est totalement différent. Quelqu'un qui doit souder dans l'eau est totalement différent de quelqu'un qui soude les portes ou bien l'autre matériel en dehors quand même de ces activités-là. Et ils doivent avoir un certain nombre de compétences, un certain nombre de certificats pour pouvoir travailler dans l'offshore. Je donne juste un exemple: pour pouvoir monter à bord des bateaux, travailler, quel que soit votre domaine, même pour balayer là-bas, si vous n'avez pas le BOSIET, vous ne pouvez pas monter à bord. Le BOSIET, c'est un certificat qui te permet de comprendre quand même toutes les... de pouvoir... c'est un certificat qui te permet de comprendre les conditions de sécurité, les conditions... quand il y a par exemple, le feu, comment tu dois s'échapper. Toutes les questions de sécurité. Toutes les questions de sécurité sont liées à ça. Donc, il te faut ce certificat-là pour pouvoir monter à bord des navires, quel que soit le métier le métier que tu exerceras au niveau de ces plateformes. Absolument, oui. Très bien. Mesdames, Messieurs, je rappelle que vous suivez votre émission Les Graines de l'Écho. Monsieur Lo, dans le chapitre 3 de votre ouvrage portant sur le cadre juridique de l'énergie, vous revenez sur le cadre légal du sous-secteur des hydrocarbures, particulièrement les mécanismes de partage des revenus pétroliers. Comment jugez-vous ces mécanismes? Moi, je n'ai pas d'avis à donner là-dessus par rapport à comment je les juge, mais en tout cas, ce sont des mécanismes qui sont prévus dans le cadre contractuel. Tout à fait. Mais comme vous le savez, ce sont des CRPP qui ont été signés au Sénégal. Et ces CRPP, ce sont des contrats de recherche et de partage de production. C'est ça. Et c'est lié au régime juridique du droit de propriété en général. Si vous allez aux États-Unis, par exemple, ils n'ont pas souvent de CRPP, ils ont des contrats de service. C'est ça. Parce que la propriété aux États-Unis, c'est une propriété, le droit de propriété est entier. C'est-à-dire que la personne le propriétaire du terrain, c'est le sol, le tréfonds, le sous-sol, tout lui appartient. C'est-à-dire tout appartient à l'État. Tout appartient au propriétaire. Au propriétaire. Et ce propriétaire-là, lorsqu'il découvre par exemple du pétrole, il peut signer un contrat de service avec un exploitant qui vient exploiter et il lui paie des redevances et puis c'est fait. Au Sénégal, le régime du droit de propriété est superficiaire. C'est-à-dire que le tréfonds ne vous appartient pas. Si on découvre du pétrole chez vous, ça ne vous appartient pas. Les ressources pétrolières appartiennent au peuple. Exact. Nous, au Sénégal, on a adopté les contrats de recherche et de partage de production pour permettre aux opérateurs de venir faire des recherches. Et quand on dit faire des recherches, dans le secteur pétrolier, les recherches pétrolières nécessitent beaucoup d'argent, énormément d'argent. L'État n'a pas les moyens de pouvoir faire ces recherches-là. C'est la raison pour laquelle il signe un contrat de recherche et de partage de production avec un opérateur qui lui dit, vous faites ces recherches-là, si vous découvrez, on va faire ce qu'on appelle le partage de la production. Comme pour le résumer en Wolof, c'est du bail, c'est d'eau. Exact. Est-ce que tu peux exploiter? Après l'exploitation, on partage. Si vous ne découvrez pas, vous partez, moi, je m'en arrête là. L'État du Sénégal a opté pour ce mécanisme-là. Et dans le contrat de partage de production, les mécanismes de partage des revenus sont définis de façon très claire et sont liés à la production journalière. C'est ça. Par rapport à l'État du Sénégal, d'un côté qui doit obtenir une partie, et la JV. Parce que dans le Sénégal, c'est une JV, c'est une joint venture qui existe entre l'opérateur et Petrosen qui représente les parts de l'État. Et dans cette JV-là, minimum, les revenus, on va dire que par exemple 75% des revenus vont servir à rembourser les coûts. Le reste, ça va être partagé entre les acteurs. Mais si on prend, quelle que soit la production journalière, ça varie entre 25% jusqu'à 50% par exemple de profit. Au profit de l'État, qui peuvent être au profit de l'État. De 25 jusqu'à 50%, ça peut aller. Selon la production journalière. Si c'est 100 000 barils, par exemple, on vous dit vous avez l'État à 35% de la part de production. Le reste, les 65% sont pour la JV, pas pour l'investisseur. La JV dans laquelle Petrosen est acteur. Petrosen va prendre sa part. Si je prends l'exemple là où Petrosen a 20% par exemple, il va prendre 20% de ce montant-là.
En plus de ça, il y a ce qu'on appelle les redevances. Les redevances, qu'ils doivent payer, qui varient entre 2% et 8%. En plus de ça, il y a ce qu'on peut faire, on peut rajouter aussi l'impôt sur le revenu qu'ils doivent payer, qui varie, qui est de 30%. C'est ça. Donc si on voit le partage des revenus, l'État est gagnant sur toute la ligne selon le système de partage de production qui est prévu dans les CRPP. Mais tout dépend du choix de l'État et rien n'empêche à ce qu'un État qui vienne aujourd'hui dire, au lieu dans l'exploitation, moi je m'engage à prendre 30% dans l'activité ou 50%. Ouais. Mais une prise de participation nécessite aussi une participation dans l'investissement. Dans l'investissement, oui. Vous comprenez? L'État n'avait pas les moyens de participer dans l'investissement, c'est la raison pour laquelle il avait pris les 10 premiers pourcents étaient pas portés, il n'avait rien donné, mais les 10% aussi qu'il rajoute, il les a payés, ils doivent les payer. Et comme il n'a pas assez de revenus pour payer ça, il a pris une part minimale de 20% pour pouvoir développer l'activité. Rien n'empêche qu'un jour que l'État, avec les autorités qui décident d'augmenter la production, la participation de l'État jusqu'à 30%, 45%. Et l'exemple de Yakar Teranga qui est en vue, ils ont permis à l'État de pouvoir aller jusqu'à 35% de prise de participation. Mais attendons-nous à ce que l'État participe dans les coûts de l'investissement à hauteur de 40%. Si l'on sait que les projets, les coûts d'investissement peuvent aller jusqu'à 5 milliards, 6 milliards de dollars d'investissement. Est-ce que l'État a les moyens de pouvoir prendre une prise de participation dans ça? Et à chaque fois qu'il y a nécessité de participer dans l'activité, l'État doit sortir aussi sa part, il ne faut pas l'oublier. C'est un problème de choix. Que ça soit un système de partage de revenus ou bien un système de concession. Si vous allez par exemple en Arabie Saoudite ou autre, ils ont un système de concession, ils ont les moyens d'exploiter le pétrole. Il prend un opérateur, il lui vient, tu exploites et je te paye une redevance, mais tout ce que tu exploites, c'est pour moi. Moi, je dépense tout. Mais le Sénégal a fait le choix de faire ce qu'on appelle le système de partage de revenus. C'est la raison pour laquelle, quand les gens me demandent est-ce que le partage est équitable, il est équitable selon le choix qui a été fait. Selon nos moyens. Et selon nos moyens aussi. Ça, c'est très important. Il est important de préciser, comme vous l'avez fait, que plus on participe dans le capital, plus on sort de l'argent. Exactement. C'est aussi simple que ça. Quand on veut aller à 50%, il faut être prêt à sortir autant d'argent. C'est du bail, c'est d'eau. Exactement. Quelqu'un qui investit quelque chose. Moi, l'anecdote que je donne souvent, parce que je suis paysan, je viens de Dagana, je sais ce que c'est que le principe du bail, c'est d'eau. Tu investis dans le champ et tu sors ton investissement, après le reste, vous le partagez. Exactement. C'est aussi simple que ça, oui. Tout à fait. C'est important. Alors, en conclusion, à la page 60, ou bien vous avez une autre question? En fait, justement, il me vient une autre question, Khady, excuse-moi. J'ai remarqué que vous avez parlé de la politique énergétique. On a parlé de l'électricité, on a parlé des hydrocarbures, etc. Mais il y a un aspect qui, me semble-t-il, a été soit oublié ou je ne sais pas trop. C'est l'aspect combustible domestique. C'est un choix, je n'ai pas traité ça. Voilà, les combustibles domestiques étaient inscrits dans la politique, notamment la lettre de politique de 2012, même 2019. Et il y avait quand même, on avait mis en œuvre beaucoup de projets dans ce sens, notamment les biodigesteurs. L'idée, c'était par exemple de développer un peu les combustibles domestiques à l'intérieur du pays, notamment dans les villages qui n'avaient pas les moyens d'avoir le courant, l'électricité comme les citadins. Et on avait développé ce système des biodigesteurs. Il y avait même un programme qui était là, qui était dirigé à l'époque par Maktar Sylla. Et ça avait beaucoup avancé, mais on n'en entend plus parler du tout. Est-ce que ça a été abandonné ou alors, à votre avis, qu'est-ce qui se passe? J'en ai pas une idée là-dessus parce que c'est quelque chose qui m'a échappé, ça. Mais je pense que c'est d'excellents projets qu'il faut pouvoir développer. Et c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut que nous aidions nos investisseurs locaux. Et c'est fondamental. Si cette activité-là peut être exercée par des Sénégalais, et ils vont pouvoir développer et favoriser même l'accès à l'énergie, à l'électricité, à ces peuples, à cette population-là, il faut le faire. Pour moi, l'État doit accompagner et doit être là, présent pour pouvoir accompagner ces acteurs-là. Tout à fait. D'autant plus que c'était des projets très importants parce que très rapidement, l'idée, c'était de faire de l'énergie, notamment du courant électrique, à partir de la bouse de vache. Exactement. Les populations, les paysans, les villageois, ils récoltaient les bousses de vache qu'ils faisaient macérer, je ne sais plus comment, par un procédé technique, à travers les biodigesteurs et qui leur produisaient du courant avec lequel ils s'éclairaient et ils faisaient la cuisine.
Et moi, personnellement, pour la petite histoire, je l'ai essayé, ça ne sent même pas, il n'y a pas d'odeur. C'est du gaz, c'est pour ça qu'on appelle ça combustible domestique. Et c'était des projets très importants, et moi j'ai été étonné qu'on n'en parle même plus, quoi. Et c'est des projets qui respectent les principes du développement durable. Environnemental, oui. Et les principes environnementaux. Je pense que ça, c'est des choses qu'il faudra remettre sur la table. Exactement. Et que l'État, peut-être le chef de l'État nous écoute. Tout à fait. Il va pouvoir quand même prendre ça en compte quand même pour, dans les projets à venir. J'espère. Vas-y, Ravi. Et en conclusion, à la page 60, vous convenez que le droit de l'énergie a toujours existé au Sénégal, mais il est nécessaire de le codifier et d'en faire une discipline propre. Cela signifie-t-il qu'avec un code de l'énergie, on pourrait attribuer un livre à chacune des formes d'énergie? Vous savez que vous ayez un code ou que vous ayez des textes, l'essentiel c'est que le droit soit encadré. J'ai souhaité avoir un code de l'énergie pour rendre accessible, beaucoup plus accessible quand même, l'ensemble des règles qui gouvernent le secteur. La France, par exemple, a commencé à élaborer son code de l'énergie en 1938. Il a attendu 2011 pour élaborer son premier code de l'énergie. Donc ce que signifie élaborer un code n'est pas compiler des textes. Il y a une logique légistique derrière qu'il faudra mettre en place pour assurer la cohérence entre les différents textes qui va donner quand même un cadre juridique qui va permettre au secteur de se développer. C'est un souhait que j'ai lancé dans mon ouvrage pour pouvoir permettre quand même à l'État du Sénégal un jour d'avoir son code de l'énergie et qui va permettre aux investisseurs d'avoir accès aussi aux documents. Parce que le prétexte que j'ai fait en écrivant ce livre aussi, c'était de permettre aux investisseurs d'avoir accès aux textes légaux et réglementaires. Il n'y en avait pas beaucoup. Il y a tellement de textes légaux et réglementaires qui existent, mais de façon disparate. Moi, je n'ai pas fait ce qu'on appelle une compilation des textes pour quand même sortir un ouvrage où vous allez avoir tous les textes. Mais j'ai essayé au moins dans cet ouvrage de donner toutes les références textuelles qui vont permettre à l'investisseur qui va venir au Sénégal de pouvoir retrouver ces textes-là très facilement et de pouvoir voir là où s'investir. Tout à fait. Et pour être concret, prenons l'énergie solaire, pour laquelle il n'y a pas de texte spécifique, pas plus qu'il n'y a encore de règles autonomes. Il semble que le législateur n'a pas autonomisé encore de règles propres à l'énergie solaire, ni prévu un régime distinct de celui des autres énergies renouvelables. Il fait partie du corps des énergies renouvelables. Il n'avait pas besoin d'élaborer des textes spécifiquement portant sur l'énergie solaire, parce que l'ensemble des dispositions de la loi de 2010 portant sur les énergies renouvelables englobe aussi bien le solaire que l'éolien, que toutes les formes d'énergie renouvelable. Je pense qu'il n'est pas pertinent uniquement de parler de l'énergie solaire, parce que les spécificités sont des spécificités qu'on peut retrouver au niveau contractuel et qu'on peut régler là-bas. Mais du point de vue de la réglementation en tant que telle, quand on réglemente sur le plan des énergies renouvelables, on n'a pas besoin de créer quand même une règle spécifique portant sur le solaire. C'est ce qui se passe en France, un peu partout. On parle du droit des énergies renouvelables de façon globale. Et l'ensemble de ces disciplines sont l'ensemble, par exemple, quand on dit droit des énergies renouvelables est une discipline qui est propre, avec des règles qui sont propres, qui sont propres et très particuliers, qu'il faudra tenir compte, qui sont un peu différents. Par exemple, quand on parle dans le droit des énergies fossiles, par exemple, les règles sont un peu différentes. Même au niveau contractuel, ce n'est pas les mêmes dispositions contractuelles. Finalement, avec pas moins de 23 textes législatifs et réglementaires encadrant le secteur de l'énergie, le défi est ambitieux puisqu'il appelle un changement de cap, une évolution à contre-courant du système de la société de consommation. On peut dire ça. Il y a plus de 27 textes, il y a des centaines de textes. Il y en a énormément. Moi j'en ai compté 23 à peu près dans votre livre. C'était juste les textes légaux. Ok, d'accord. J'ai pris juste les lois, les décrets, mais il y a les décrets, les lois, les arrêtés. Et j'ai pas pris un pan entier quand même qui porte sur l'aval. Le secteur aval, j'ai pas pris les textes qui portent sur l'aval. Pourquoi je ne l'ai pas fait? Parce que tout simplement, ces textes-là n'ont pas encore fait l'objet de modifications, ça date de 98. Et qui doivent appeler quand même des modifications en fonction même de l'arrivée du pétrole et du gaz. Je pense que l'État du Sénégal est dessus pour pouvoir affiner l'ensemble de ces textes-là. Très bien. L'abécédaire du droit de l'énergie au Sénégal, c'est le titre de l'ouvrage qui permet de découvrir ou d'approfondir la connaissance d'une manière foisonnante, aussi complexe et technique que passionnante.
au cœur des grands défis sociétaux contemporains. Son auteur, M. Goralo, était l'invité de Graines de l'Écho ce soir. Merci encore, maître. Mais merci Malik, merci Khady. C'était très passionnant, mais c'est un sujet qui est passionnant aussi. Absolument. Du fait de sa technicité, mais je n'ai pas voulu dans l'ouvrage être aussi technique. J'ai voulu rendre ça très, très accessible aux lecteurs pour pouvoir quand même mieux appréhender les points qui sont développés dans l'ouvrage. Mais tout à fait. Tout à l'heure, j'en profite quand même, vous n'avez pas vraiment répondu à la question de Khady. Quand elle vous provoquait en vous disant, est-ce que c'est une déformation professionnelle parce que vous avez réservé 14 pages au contenu local. C'est le contexte. Je pense que moi, je considère le contenu local comme du patriotisme économique. Tout à fait. Oui. Et c'est la raison pour laquelle je me suis dit, on doit faire du contenu local un peu partout. Ce n'est pas uniquement au niveau pétrolier. Le code de l'électricité a prévu même le contenu local. Il ne l'a pas encore organisé, mais il l'a prévu. Moi, je trouve quand même, je trouve pas normal qu'on ait des investisseurs qui peuvent exploiter, par exemple, telle activité et qu'on donne ça à des étrangers. Tout à fait. Il faut rester ouvert à tout le monde. Certainement. Mais il faut quand même réserver au moins certaines activités aux Sénégalais pour créer des champions nationaux dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine agricole, que ce soit dans le domaine énergétique, que ce soit dans le domaine de la pêche ou... Pour peu qu'ils en aient les capacités aussi. Oui, mais je pense que les Sénégalais ont d'énormes capacités. Et l'expérience m'a montré au départ, lorsque je travaillais dans le domaine pétrolier, il y a certains acteurs qui disaient oui, on n'a pas les compétences. J'ai dit essayez, vous allez voir. Et par la suite, ils me reviennent avec dit mais on n'avait pas compris que les Sénégalais étaient aussi compétents. À ce niveau, je me suis dit vraiment pourquoi pas continuer à les accompagner, à les soutenir pour qu'ils participent mieux au développement de l'activité économique et socio-économique du Sénégal. Tout à fait. C'est aux éditions L'Harmattan, en tout cas, je le rappelle, le titre de l'ouvrage, l'abécédaire du droit de l'énergie au Sénégal. Hadi ? Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous dis au revoir. C'est moi qui vous remercie. Merci à Hassan Thioune pour la gestion technique. Madame, monsieur, merci encore d'avoir été au rendez-vous. Un autre est pris vendredi prochain sur une autre thématique. En attendant, prenez-en de la graine et portez-vous bien. Au revoir.